La coordination défense de Versailles a lancé le mouvement de résistance et, j'allais dire, de renaissance de Versailles en 2008 à partir de l'exposition Jeff Koons. L'année dernière signe le Waterloo dans la guerre culturelle que les États-Unis et l'axe anglo-saxon ont fait à la France, piqué dans l'exposition Kapor. Donc nous sommes à Versailles, devant ce palais du roi Soleil que le monde entier nous envie, et que c'est un lieu unique au monde, au pouvoir symbolique qui s'impose, qui est un acteur clé de l'art et de la politique depuis 3 siècles. Tous les événements importants ont un rapport avec Versailles, qui, je vous rappelle, abrite la plus haute assemblée de la République, et ce n'est pas un hasard, donc, qui est le Congrès. Versailles, c'est le triomphe de la raison française, raison classique, qui s'affirme créatrice et se dépasse, raison vivante, capable d'animer les formes qu'elle dessine, en imposant son plan en avenue de la ville que vous voyez, aux perspectives, aux nobles symétries du palais, pour les faire converger vers le balcon du roi, derrière, comme les reines du char d'Apollon, vers les doigts de son prestigieux conducteur. Le 1er janvier, vous avez un film qui est passé, c'est Les Trésors de Versailles, qui est la consécration de notre action, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de personnes qui ont sauvé Versailles. Versailles est un chef-d'œuvre d'art total, donc ce qui veut dire qu'il y a un artiste qui est Louis XIV, avec des droits qui ne sont pas protégés, et en deuxièmement que Versailles est l'emblème de la France. Donc l'emblème de la France, ce n'est pas le coq, ce n'est pas d'autres symboles, c'est Versailles, et ce qui veut dire que la souveraineté est encore assurée symboliquement par ce château. Il y a une censure totale sur Versailles. Totale. Oui. On pourrait dire quasi militaire. On a essayé de filmer à l'intérieur de la cour, là, donc derrière derrière cette grille, et qu'on nous a interdit... C'est-à-dire que tout le monde peut venir, comme cela a été montré pour les intrusions pour le Dirty Corner de Kapor. Les services de sécurité, soi-disant, n'ont pas vu venir ceux qui sont venus, et là, on ne peut pas bouger le petit doigt, on ne peut pas marcher sur une pelouse sans être interpellé. Bon. Et donc, dans Jeff Koons, c'était la première exposition, Jeff Koons Ier, qui a été intronisé d'ailleurs d'une manière de dérision à Versailles, avec cette exposition des sextoys qu'il avait fait, avec, nous le verrons... Les mêmes qu'on a vus ensuite non, c'était d'autres, mais là, je vais vous donner des détails si vous voulez, oui. Jamais la presse n'a voulu indiquer ce qu'était cette exposition. Notamment, dans la chambre de la reine, vous aviez un bouquet de fleurs polychromes, et dans le catalogue vendu évidemment à l'entrée du château, pour les initiés, il est indiqué que c'était des fleurs champêtres qui auraient pu la marionnette, mais il est indiqué que c'était 140 culs. Dans la chambre du roi, vous aviez une inversion entre le roi Soleil et avec Jeff Koons, qui était l'un en marbre, c'était Jeff Koons, marbre, matériau noble, et le roi était en ferraille de mauvaise valeur. Vous aviez dans le salon des nobles, vous avez les nobles à la queue leu-leu, dans le salon du Grand Couvert, où il y a des tableaux de la reine Marie-Antoinette et d'autres tableaux, il y avait des aspirateurs Hoover qui étaient représentés, et tutti quanti. Donc c'était une exposition de dérision des valeurs de la France, de l'art français, et jamais, jamais les médias, sauf, il faut dire, Radio Notre-Dame même a fait un interview qui est sur notre site, n'a voulu indiquer ce qui était. Donc il y a un côté caché. Et ce qui est très important dans l'exposition Kapor, qui devait être secrète, c'est que, comme nous allons le faire tout à l'heure, par une enquête policière, on a découvert ce qui n'avait pas été dit, ce qu'est cette exposition, dont Madame Pégard, qui est président du château, a dit que cette exposition déroule une histoire secrète, qu'elle ne nous a pas indiquée. Donc il y a un côté caché, et ce côté caché révèle le plan, je tiens à le dire en introduction, c'est l'énigme de cette exposition Kapor, qui n'a pas été révélée, c'est l'énigme apocalyptique
du plan de génocide planétaire anglo-saxon pour asservir la planète entière à ce qu'ils appellent le soft power, mais qui est en fait une prise de contrôle du cerveau. Oui. Parce qu'en fait, ce que tout le monde a compris, a interprété dans toutes ces expositions un peu barbares, c'est que ces artistes essayaient d'utiliser la renommée de ces monuments pour faire passer de l'anti-art, c'est pas ça. Non, à votre avis, c'est pas ça. Tout ça, c'est vraiment regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire qu'il a été question de financial arts, je n'aurai pas la personne qui en a parlé, qui a découvert ça à Versailles, parce qu'en 2008, tout un ensemble de personnes sont venues et puis se sont égayées dans la nature, parce que c'est un combat qui est extrêmement dur, et bon, c'est un petit peu, ça se comprend, mais les personnes qui en ont parlé cherchent quand même l'une ou l'autre à garder leur position. En fait, le côté financier, c'est le nerf de la guerre, mais les guerres ne se font pas pour, sauf si c'est le pillage, l'argent, mais pour atteindre certains objectifs. Or, les objectifs de ces expositions sont géopolitiques. Bon. Et en fait, notamment sur Capor, il a été agité la question du vagin de la reine qui prend le pouvoir, etc. Ce sont des petits chiffons rouges pour amuser la galerie. Mais le fond, c'est la destruction totale des valeurs culturelles. Oui. Bon, donc ces gens-là, Jeff Koons, Capor, sont finalement payés ou se payent pour faire passer d'autres idées. Ils font ce qu'ont toujours fait les artistes, ils sont au service du pouvoir. Alors quand ce sont des évêques, eh bien effectivement ce sont des tableaux religieux, quand ce sont des princes, c'est à la gloire du prince, et lorsque ce sont des pillards, c'est à la gloire du pillage ou à la destruction comme maintenant, parce que si vous voulez, il y a une image qui m'était faite tout à l'heure, les anglo-saxons sont des champions de la guerre. À Crécy-Azincourt, ils ont gagné en utilisant une arme qui était l'arc anglais, qui permettait de multiplier le nombre. Et maintenant, c'est évidemment l'arme de l'information. C'est on détruit les symboles pour détruire l'identité des peuples. Et ça, c'est ce que les anglo-saxons appellent le mainstream. Mais tous ces artistes qui viennent ici, si vous voulez, sont à la solde de la puissance britannique. Et ce qui est très étonnant, c'est que Versailles, ce qui est étonnant si je peux dire, c'est que Versailles, donc le vandalisme absolu qui a été perpétré par Capor cet été, a été fait avec la complicité des autorités. Oui. Mais moi je souhaiterais, si vous voulez, qu'on reprenne les choses dans l'ordre, dans la révélation, parce que pour comprendre, disons, ce qui se cache derrière ce vandalisme, cet acte de guerre incroyable, il faut, pour que les auditeurs comprennent, traiter ça à ma manière, si je peux dire, comme une enquête policière. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans l'enquête policière, c'est qu'au début, vous avez des gens très respectables, que je ne l'aimerais pas, et puis vous découvrez que l'un est à coquiner avec l'autre, et qu'en fait, il y a un crime en bande organisée. Or, l'exposition Capor-Versailles, c'est un crime inexpiable contre la France en bande organisée, puisque parmi, j'allais dire, les prévenus, et vous savez que tout prévenu est présupposé innocent, vous avez quand même rien de moins que le président du château de Versailles, vous avez le ministre de la Culture, vous avez le Premier ministre, vous avez le président de la République et vous avez la reine d'Angleterre, puisque ce qui m'amène ici, c'est cette lettre à la reine d'Angleterre qui a beaucoup de succès du côté britannique, et même il y a une réponse que je vous indiquerai, une réponse indirecte, puisque dans l'affaire britannique, on m'a dit c'est un coup de boulet, un coup de canon, votre lettre, et les anglo-saxons ont très bien compris, et si vous êtes là, c'est pour faire comprendre quand même aux Français ce qu'est vraiment Versailles, ce qu'est cette guerre culturelle, et ne pas s'arrêter à des questions pseudo-sexuelles qui amusent la galerie, qui sont là pour qu'une certaine presse dise que certains milieux ne s'intéressent qu'à ces questions-là. Versailles recèle un secret de pouvoir, et là nous sommes toujours sur l'axe Est-Ouest, et nous verrons tout à l'heure donc cette perspective, cette grande perspective qu'on peut qualifier de plus belle au monde, cette perspective qui a sa logique et qui est un agencement de parterres, un agencement de terrasses, un agencement de fontaines, de bosquets. Ensuite, vous avez la Tonne, donc le bassin de la Tonne, vous avez les bassins des Lézards, vous avez l'allée royale, qu'on appelle tapis vert, puis le bassin d'Apollon,
le Grand Canal qui fait 1,5 km, 4,5 de périphérie, et enfin l'allée de 5 km vers Villepreux. Et autrefois, il y avait 13 km de Vélizy, donc à Villepreux, et il est question que ce soit restauré avec des arbres autour. Et donc c'est un axe symbolique qui est capital pour ce que je vous révélerai ultérieurement dans l'enquête policière, c'est que c'est l'axe du roi Soleil, c'est l'axe du soleil, avec le char d'Apollon qui s'élève, qui passe au-dessus de la chambre du roi, et donc l'emblème du roi Soleil était l'emblème politique de Louis XIV, qui devait enrichir le soleil. C'est ce qui fait marcher l'univers, et ce qui fait fonctionner la nature, et qui enrichit. Et son programme a été réalisé, puisque nous vivons encore de Louis XIV. La grande figure qui domine l'art new-yorkais se trouvait dans l'orangerie juste derrière moi au centre. Mitterrand a dit que la géode est une figure de la politique. Mais la figure qui était le split rocker, qui n'est toujours pas compris comme il le devrait, c'est l'amalgame, si on peut dire, l'amalgame, c'est l'assemblage contre nature de deux contraires. Ah bon, c'est la figure qui permet de garder le pouvoir éternellement, c'est la conciliation des contraires. Et donc cette figure qui était apostée devant le château comme le cheval de Troie devant le palais de Priam indiquait l'objectif de prise de possession du château de Versailles, de ses symboles, au service de l'axe anglo-saxon. Quand vous voyez ce château royal et quand vous considérez que la République, en tout cas la République, prétendue République, parce qu'elle est-elle vraiment, pas au sens romain en tout cas, a été obligée de mettre le Congrès. C'est-à-dire que quand, disons que les institutions veulent violer la Constitution, elles viennent dans ce château de Versailles, ce qui est quand même assez symbolique, au centre, et c'est ce Congrès. Or, le Congrès, pourquoi ne pouvait-il pas être ailleurs qu'à Versailles? Parce que, vu du monde entier, Versailles, je vous l'ai dit, c'est le symbole de la France. Ce split rocker se trouvait ici, et cette conciliation des contraires, le château royal, le Congrès de la République, indique bien l'art de garder indéfiniment le pouvoir, c'est-à-dire ça permet de sauter d'un côté à l'autre. Par exemple, Sarkozy, on se fait élire en montrant qu'on aime la France, et après on gouverne au service de l'axe anglo-saxon contre la France, puisque je vous rappelle que c'est quand même sous le règne de Sarkozy que la première exposition de dérision de Jeff Koons Ier a été instaurée au château de Versailles, et lorsque le prince Charles-Emmanuel a adressé une lettre à Sarkozy, pour évidemment au titre de descendant de Louis XIV, pour dire que c'était un viol du code de la propriété intellectuelle, parce que nous nous battons au nom du droit. Le droit est pour nous. Sarkozy a dit « Oh, ces choses-là plaisent à certaines personnes. C'est le bon plaisir. » Nous assistons actuellement au viol de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que M. Capor, lorsqu'il fait le comble, il se livre au comble du vandalisme, là où vous êtes dans le summum de l'harmonie. Le summum de l'harmonie, Versailles, c'est le comble de l'harmonie. Vous invitez donc Sire Capor pour faire une exposition non pas vouée à l'art, non pas vouée, mais explicitement pour y introduire le chaos. Or, le monstre du chaos, qui est le Léviathan. Donc rien n'est plus opposé à l'harmonie que le chaos, et lorsque vous avez les plus hautes institutions de la République qui invitent à semer le chaos, vous êtes dans le split rocker, la conciliation des contraires, c'est-à-dire que là où il y a l'harmonie, vous mettez le chaos, et le chaos, je le dis en anticipation, c'est la stratégie du chaos, c'est la stratégie de domination du monde des anglo-saxons. Lorsque vous êtes plus faible que le grand, vous introduisez le chaos pour diviser le fort et pour le dominer. Et ça, vous le faites, vous le voyez avec les phénomènes migratoires notamment, vous le voyez aux États-Unis, c'est ce qui a été fait pour dominer le continent américain, et vous le voyez effectivement dans l'intelligence, puisque le grand mot actuellement, c'est il faut décaler. Il faut décaler, décaler, décaler. Il n'y a que lorsque vous êtes en route que le gendarme vous demande de ne pas décaler, sinon il vous décale par une contravention. Donc le système de la stratégie du chaos, c'est ce qui a été mis en musique
par Capor cet été à Versailles, indiquant le secret de domination des Anglo-Saxons. Pour bien comprendre ce qu'est le vandalisme, je ne citerai qu'une phrase, c'est la dénonciation de Gilbert Rome à la tribune de la Convention, donc c'était le 26 octobre 1793. Donc le vandalisme, n'oublions jamais que le vandalisme est contemporain de la première république terroriste de 1793, première république terroriste au monde. Donc terroriste, le terrorisme vient de là, donc le mot vient de là. Et sa phrase est très claire, il dénonçait la racine historique anglaise du vandalisme. Toujours l'idée du chaos. Et il disait, c'est ainsi que les lâches oppresseurs du peuple anglais veulent anéantir les monuments qui attestent la supériorité de nos arts et de nos génies, afin de nous replonger dans la barbarie, dans l'ignorance et de nous vaincre en nous opprimant plus facilement. Vous avez ces dessins comme des broderies, puis l'allée royale, le tapis vert, au fond le bassin d'Apollon et puis le canal. Et donc cette perspective débouche sur l'infini, c'est la caractéristique du jardin à la française qui prend la raison, qui serait sèche, mais qui, avec la nature, crée cette harmonie vivante qui anime les formes, surtout quand les jets d'eau fonctionnent, et vous retrouvez ce mouvement, cette vie, cette création qui est tout à fait prodigieuse, avec la perspective sur l'infini. C'est-à-dire que les jardins anglais, le modèle anglais, ce sont des jardins obscurs dans lesquels on tourne indéfiniment, mais qui n'ont pas cette perspective infinie qui traduit l'idée théologique de Lenôtre, qui a été censurée par le château de Versailles. Sur la tombe de Lenôtre, il n'y a pas à la gloire du roi, mais à la gloire de Dieu. Et n'oublions pas que le roi était le lieutenant du Christ, donc vous avez ce jeu symbolique entre le Christ Apollon, qui est dans les catacombes, et vous avez donc cet axe actuellement d'Apollon. Ici, là, vous avez effectivement maintenant, je veux dire, dépoussiéré, décontaminé, donc cette grandiose, magnifique perspective, au milieu de laquelle avait été planté cet abominable Dirty Corner, dont il était dit des choses tout à fait différentes, était-ce ceci ou cela, et qui faisait tout de même 60 mètres de long et 8 mètres de haut, avec des tonnes de gravats, et qui représentait effectivement cette figure du Léviathan dont nous aurons l'occasion de reparler. Mais qui défigurait cette perspective, et le côté, il y a 70% des visiteurs de Versailles qui sont des étrangers, et donc ils viennent du bout du monde, parfois pour la première et la dernière fois, et leur infliger, disons que cette impossibilité de voir ce château tel qu'il était, c'est effectivement une atteinte à la propriété intellectuelle du roi Soleil sur son œuvre, qui doit être vue, et c'est une infamie, donc de les empêcher de voir une œuvre telle qu'elle doit être vue. Vous avez mené une enquête qui a abouti à une lettre ouverte à la reine d'Angleterre. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi a consisté cette enquête? Nous avons fait un communiqué à la coordination défense de Versailles le 13, c'était le 13 juin, pour dénoncer un acte de guerre britannique contre la France, bon, ce qui a été repris par la suite. Mais après, nous avons tout de suite compris que la cible de la provocation était contre nous, si je peux dire. C'est-à-dire que dans l'opération de Capor, il y avait l'agression contre le château, mais également l'agression contre les défenseurs. Le but, c'était de désarmer la défense. Bon. Et donc, ils attendaient qu'il y ait une réaction. Et donc, nous avons attendu. Et nous avons vu que tout un ensemble de personnes ont parlé et déparlé de Capor, mais sans aller au fond de l'opération. Donc, alors, le bouquet, c'est quand vous avez
il y a eu lors de la deuxième intrusion avec ce que Capor appelait... C'est quoi ces intrusions? Eh bien, c'est-à-dire que sur le Dirty Corner qui était plus loin, il y a eu d'abord des peintures blanches, et puis ensuite il y a eu des propos un peu étranges qui ont été repris, et puis après il y aura deux autres intrusions. Oui. Et tout de suite, lors de la deuxième intrusion, qui annonçait justement le grand anniversaire de la reine d'Angleterre, qui allait dépasser le record de durée de règne anglais, vous avez Capor qui a proféré évidemment tout un ensemble d'accusations sur les défenseurs du château, et donc ça a pris cette ampleur, et tout de suite, c'est important, le jour même de ces nouveaux inscriptions, il a été dénoncé la piste privilégiée de la police de la sécurité urbaine de Versailles, qui étaient les royalistes ultra-conservateurs. Ah oui. Alors, ça existe en France encore? Eh oui, ça existait en France, c'est-à-dire que les royalistes ultra-conservateurs sont des gens dangereux. C'est-à-dire c'était une bande armée qui était dans le Maine-et-Loire autour du comte d'Artois, mais qui ont disparu en 1815. Oui. Alors on s'étonne quand même, c'est une petite pointe d'humour, qu'avec les moyens modernes, la police n'a rien trouvé d'autre comme piste que des gens qui ne peuvent pas exister. Oui. Bon. Alors après, donc, à partir de ces pièces, avec tous les éléments tout à fait étranges, avec la prise de position du président de la République, avec le silence de la police, il a fallu mener l'enquête. Alors c'était quoi la prise de position du président de la République? Qu'est-ce qu'il a... Eh bien, il a soutenu, c'est-à-dire que ce qui est quand même très intéressant, et là on peut regretter qu'en France, il y a un cerveau un peu ramolli, notamment des critiques d'art, c'est que Capor a dit que ces insultes faisait corps avec son œuvre. Et il a invité le monde entier à en faire le mémorial à la honte de la France, à raison d'une minorité pleine de haine. Donc oui. C'est hallucinant. Et le président de la République a soutenu. Ah bon, d'accord, oui. A soutenu pleinement. Oui. Bon, donc tout ça devrait être quand même faire l'objet de réflexion, parce que dans cette affaire, la République laïque apparaît comme aux ordres de la couronne d'Angleterre. Oui. Enfin, il dit tellement de choses que de toute façon... Alors l'enquête remontera jusqu'à la reine d'Angleterre, on en verra, et donc il fallait écrire à la reine, puisqu'il faut toujours écrire au responsable. Parce que le responsable n'étant pas à l'échelon français, ben, il fallait s'adresser à l'autorité supérieure, si je veux dire. Donc vous avez écrit à la reine d'Angleterre, c'est cette fameuse lettre ouverte. Alors elle est très bien reçue, vous voulez que je le dise tout de suite? Oui. Bon, cette lettre, ce qui est très intéressant, c'est que d'une certaine manière, elle a été mieux comprise dans les milieux anglo-saxons, dans la sphère anglo-saxonne, puisque c'est que la coordination défense de Versailles a un pied, notamment, si je peux dire, au Canada, si vous voulez, puisque nos amis canadiens relayent ce que nous faisons, et puis nous avons évidemment des correspondants en Angleterre, et ils ont tout de suite compris, effectivement, que c'était exactement ce qu'il fallait dire. Et alors, ce qui était intéressant, c'est exactement comme dans la lettre ouverte au pape, François, c'est-à-dire que, et je vous en remercie, vous avez relaté sur Mediapresse Info la réponse du pape par son attitude, donc l'expression corporelle, les silences, et bien là il s'est passé une chose équivalente, c'est que la reine d'Angleterre, ce qui a beaucoup intrigué nos amis britanniques, a fait d'une allocution le 25 décembre, vous savez, pour l'arbre de Noël, qu'elle fait tous les ans, mais d'une manière insolite, puisqu'elle a parlé du christianisme, ce qui n'était pas tout à fait habituel, et elle a parlé de cette année sombre 2015, et je vous rappelle que Capor a dit « mon projet est sombre », donc évidemment, il y a une sorte de petit clin d'œil obscur, et ensuite elle a annoncé qu'il y avait un message quand même bénéfique, qui était en citant un verset de l'Apocalypse. Alors, une des conclusions de l'enquête que nous avons, c'est qu'effectivement, la piste privilégiée n'est pas la piste française, comme le croyait la sécurité urbaine de Versailles, connue dans le monde entier, mais la piste britannique. Et deuxièmement, ici, vous avez eu, ce qui est quand même tout à fait dantesque, si je peux dire, une représentation inversée de l'Apocalypse. Donc, ce qui demanderait des développements que je ferai. Et donc, la reine a répondu sur le ton de l'Apocalypse. Je te parle de l'Apocalypse, je te réponds sur le même ton de l'Apocalypse, dit la reine, qui a beaucoup d'humour, comme chacun sait. Mais ce qui est intéressant, c'est que le verset de l'Apocalypse en question qu'elle a cité comme intéressant, c'est le verset donc, de l'évangile de Saint Jean. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé, dit-elle. Bon, c'est overcome en anglais.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a inversé le sens du verset de l'Apocalypse. Et nous sommes dans une logique d'inversion, puisque Kappor inverse le sens de l'Apocalypse. Et elle répond en inversant le verset pour faire d'un verset qui est « et les ténèbres ne l'ont pas reconnu, les ténèbres ne l'ont pas étouffé ». Donc d'un verset qui est en défaveur, si on peut dire, des ténèbres, la reine en a fait un message heureux. Là, nous sommes au cœur de l'énigme, de cette énigme, effectivement, de cette énigme apocalyptique de l'exposition Kappor, qui révèle le plan de génocide culturel planétaire pour assurer l'hégémonie anglo-saxonne.